On reprend au cas particulier des talents dans cette présentation de la deuxième partie du cours relatif au comportement des cibles du marketing RH. Alors, comme on l'avait peut-être déjà évoqué rapidement, mais j'y reviens pour reprendre un peu le fil de notre conversation et de notre cours, on avait examiné peut-être les talents en indiquant rapidement que le terme et la notion de talent dans le domaine des ressources humaines étaient d'apparition récente et très lié au marketing RH. Mais comme c'est un terme d'apparition récente, et sans doute comme la plupart des concepts en matière de gestion des ressources humaines, à chaque fois on est confronté à des problèmes à la fois de définition et également de stabilité de la notion. Alors définition, on va voir, il y a plusieurs définitions qui ont été avancées par des auteurs connus, et également le problème de la stabilité, c'est-à-dire qu'au fond, comme on l'avait déjà évoqué dans plusieurs cas et pour plusieurs notions de gestion des ressources humaines et en particulier de marketing RH, la question est de savoir si on a affaire à quelque chose de durable ou si au contraire on a affaire à une mode. Et la question des talents est un tout petit peu comme la question du marketing RH. C'est une question encore ouverte. On ne sait pas encore si on a affaire à une mode ou à quelque chose de plus durable. Donc on va le traiter comme tel, c'est-à-dire au fond comme une matière d'étude qu'on va considérer a priori comme durable. Mais on a vu qu'en gestion des ressources humaines en général, on avait eu affaire depuis la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, à plusieurs périodes et plusieurs modes en la matière. Donc on va regarder cette notion de talent dans ce contexte-là. Alors d'abord, bien sûr, la notion de talent est une notion nouvelle et foisonnante, on va le voir. Et c'est aussi une notion qui va servir pour certains auteurs de socle d'une gestion des ressources humaines et d'un marketing ressources humaines centré sur les individualités. Alors d'abord, cette notion nouvelle et foisonnante. Alors elle est nouvelle, bien sûr, dans la mesure où elle apparaît finalement dans le domaine des ressources humaines. En tout cas, le terme talent est beaucoup plus ancien, bien sûr. Mais dans le domaine des ressources humaines, la notion de talent apparaît assez récemment. C'est-à-dire qu'au fond, on peut dater, comme le font certains auteurs, d'une étude de McKinsey, le célèbre cabinet de conseil aux entreprises, une étude qui s'est déroulée de 1997 à 2001 et qui a fait l'objet d'une synthèse sous le nom de War for Talent. L'idée de base est au fond, à partir de cette étude, de montrer que les talents présentent un caractère stratégique dans un cadre plus global et celui du capital humain pour donner à la firme un avantage concurrentiel. Cette notion est typiquement d'origine américaine et en particulier développée par un auteur et un professeur célèbre de Harvard Business School, professeur Michael Porter, qui a développé cette notion d'avantage concurrentiel ou avantage compétitif. Les termes sont équivalents et viennent simplement d'une traduction du mot competition qui est traduit par concurrence en français. Quelques rappels sur cette notion que vous voyez dans la diapositive à l'écran, je ne vais pas y revenir, simplement pour indiquer que c'est la possession en particulier de ressources rares, et dans le domaine des ressources humaines notamment, qui donne finalement un avantage stratégique à la firme. Et cet aspect est important pour permettre à la firme finalement de surclasser les autres. Donc on retombe sur ce qu'on avait évoqué dans le cadre du capital humain, c'est-à-dire une sorte d'assimilation entre les ressources humaines et le capital technique et le capital financier aussi, pour mettre la firme en position stratégique favorable dans un cadre concurrentiel, c'est-à-dire vis-à-vis des autres firmes. Alors naturellement, il y a plusieurs aspects qui se succèdent dans la litanie des avantages compétitifs. On a bien sûr le capital, on a le capital financier, on a le capital technique, on a la capacité d'innovation, on a les ressources humaines, etc. Donc c'est un avantage stratégique qui peut être donné à travers les ressources humaines, et en particulier à travers un aspect des ressources humaines qui sont les talents. Alors, ce caractère stratégique du capital humain, selon l'étude du cabinet McKinsey, va avoir pour conséquence d'imposer à l'entreprise la nécessité d'attirer, de recruter, d'intégrer et de fidéliser les managers, et en particulier ce qu'on appelle dans l'étude les hauts managers. Cet aspect est à la fois important parce qu'il donne un peu la logique du système et l'importance du recrutement des ressources humaines et du marketing des ressources humaines qui est un des outils en la matière. Et il est important aussi parce qu'il va donner les limites
de la notion de talent qui est développée au départ pour concerner essentiellement le haut commandement, on dirait dans l'armée, ou les hauts managers, pour parler comme McKinsey. Et pour cela, la firme va créer une Employee Value Proposition qui est en fait un pack global qui va s'adresser aux personnes qu'on cherche à attirer, qui va avoir des composantes en particulier financières, mais pas seulement, pour essayer justement par des avantages de carrière, par des avantages financiers, par des avantages matériels ou de position dans la structure, d'attirer les meilleurs. Deuxième aspect pour attirer, recruter, intégrer, fidéliser les hauts managers, essayer de cultiver le potentiel de ces managers par différents moyens. Ces moyens sont ce qu'on appelle des expériences et donner l'occasion finalement aux managers de faire leurs preuves dans des domaines qui ne sont pas forcément des domaines de leur spécialité, mais ce qui va leur permettre à coup d'expérience d'élargir leur domaine de compétences. Et on le voit très bien dans le recrutement des hauts managers. Récemment, le recrutement du nouveau président de Renault pour remplacer Carlos Ghosn. Deuxième aspect, toujours pour cultiver ce potentiel des managers, différentes propositions, par exemple de coaching, essayer d'encadrer les managers par des conseils de spécialistes. Ça peut être aussi pour des managers qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs des dirigeants au départ, bien sûr, les confier à des managers plus anciens, avec un système de mentorat ou de mentoring, c'est-à-dire en fait on confie le manager qui entre dans la firme, généralement un jeune manager plein de promesses et de potentiel, on va le mettre sous l'aile, si on peut dire, d'un manager plus ancien, voire de quelqu'un qui est sorti carrément de la profession et qui est, pour tout dire, retraité ou presque retraité, donc qui va pouvoir donner en quelque sorte au nouveau manager les conseils et les ficelles entre guillemets de son métier. Troisième aspect, pour attirer, recruter, intégrer, fidéliser les hauts managers, essayer pour la firme de créer un vivier de talents à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'effectivement, on vise quand même le haut commandement, former les meilleurs qui seront aptes à diriger la firme dans son ensemble ou certains départements de la firme ou certains établissements, etc. Mais au fond, on va cultiver là aussi des talents à tous les niveaux. C'est-à-dire que pour obtenir un manager finalement au bout d'une carrière un dirigeant plutôt au bout d'une carrière de 20 ou 30 ou 40 ans de travail, au fond on va fonctionner sous une forme pyramidale, c'est-à-dire qu'il va y avoir dans la firme beaucoup plus de managers qui vont pouvoir potentiellement accéder à des postes de direction. C'est-à-dire qu'en fait, on ne choisit pas une personne au départ qu'on va conduire pendant 20 ou 30 ans du bas de l'échelle en haut de l'échelle, mais au fond, il va y avoir une sorte de base de la pyramide qui va être assez large et qui va permettre au fur et à mesure du temps qui passe et des opportunités de carrière de sélectionner au fond les talents pour accéder aux postes les plus élevés. Voilà un peu de comment ça fonctionne, ou comment ça devrait fonctionner. Donc on crée un vivier de talent à tous les niveaux pour alimenter cette filière de direction. On a vu que le talent était une notion nouvelle, une notion récente, et il existe plusieurs sens à ce terme talent dans le vocabulaire actuel, et également bien sûr dans le vocabulaire ancien. On peut en dresser une première liste rapidement. On a une notion de talent qui évoque par exemple des capacités supérieures ou un savoir-faire. C'est la notion généralement admise dans le langage commun, capacité supérieure, savoir-faire, etc. On peut compléter cette notion en considérant qu'on va appeler talent une personne qui détient ses capacités. Alors, on a des talents, mais on peut être un talent. Le talent se caractérise aussi par une reconnaissance par les autres. Souvent, le talent n'est pas évalué personnellement, c'est la vision qu'ont les autres d'une personne donnée. Ça peut être aussi un don inné ou une compétence, au contraire, acquise, et qui donne justement cette capacité supérieure, ce savoir-faire. Également, une autre définition, un autre aspect, le talent peut être une compétence rare. Et dans ce sens-là, on aura des talents qui seront indépendants finalement de la hiérarchie. On a vu tout à l'heure que on visait essentiellement dans l'étude McKinsey les hauts managers, donc une sorte de vision déjà hiérarchique du talent,
Le talent permet d'accéder au plus haut niveau de la hiérarchie dans une organisation, qu'elle soit, ce soit une firme ou une autre organisation donnée, un pouvoir politique ou autre. Mais le talent en tant que compétence rare peut être également distingué de cette vision hiérarchique. C'est-à-dire qu'on va considérer que le talent peut être aussi bien celui d'un chercheur qui travaille dans un laboratoire ou d'une personne qui est un inventeur ou quelqu'un de particulièrement innovant dans son domaine de compétences, ou ça peut être dans une organisation quelqu'un qui n'est pas directement rattaché à la hiérarchie ou qui ne participe pas directement au pouvoir, mais qui au contraire va alimenter ce pouvoir avec des données venant de l'extérieur. Donc le talent peut être une compétence rare. Dans cet ordre d'idées, on a quelques définitions qui nous sont données par des auteurs français. Cécile Dejoux et Maurice Thévenet, dans La gestion des talents en 2015, indiquent que le talent, pour eux, est une combinaison rare de compétences rares. Alors voilà une définition très belle, très équilibrée, facile à retenir, qui est intéressante justement parce qu'elle permet de couvrir la notion de talent indépendamment finalement de la nature de l'organisation et de la place des talents dans cette organisation. Une autre définition de Jean-Marie Peretti, dans son dictionnaire des ressources humaines en 2015, il nous dit que le talent, c'est un don, une aptitude pour réussir, une capacité, une habileté, une attitude naturelle ou acquise, la supériorité dans un art ou un métier. Bon, c'est une définition un peu moins élégante, je dirais, que la définition de Cécile Dejoux et Maurice Thévenet qu'on vient de voir. Une définition plutôt énumérative, qui est intéressante également, surtout venant d'un auteur connu en matière de gestion des ressources humaines comme Jean-Marie Peretti. Alors pour aller plus loin dans ce domaine, on peut essayer de caractériser les talents en les comparant ou en les associant à des compétences ou en les associant à du potentiel. Alors, premier aspect, rapidement, talent et compétences. Alors il y a des points communs entre le talent et les compétences en matière de ressources humaines. En particulier, talent et compétences sont des qualités, comme je l'indique, validées par les autres. Donc ce n'est pas simplement le sentiment que peut avoir une personne de son propre talent ou de sa propre compétence, c'est également la reconnaissance de ce talent et des compétences par les autres, validation par les autres. Talent et compétences font également l'objet d'une logique de résultat ou de performance. C'est-à-dire que dans le cas de l'organisation, plus particulièrement de la firme, lorsqu'on va parler de talent ou de compétences, on va avoir également en ligne de mire une logique de résultat, l'idée que ce talent et ces compétences vont déboucher sur un résultat, je dirais, opérationnel. Troisième point commun entre talent et compétences dans ce domaine des ressources humaines, le talent et les compétences sont des visions, sont des valeurs positives. C'est-à-dire qu'on a plus ou moins de compétences, on a plus ou moins de talent, mais on reste toujours, comme on dirait maintenant en bourse, en territoire positif. Donc ça, c'est un point intéressant. Puis, pour comparer talent et compétences, on peut regarder aussi les différences entre ces deux concepts. Alors, première différence, la compétence appartient plutôt à une logique collective. C'est-à-dire que les compétences vont s'insérer dans un domaine, bien sûr, comme on l'a vu, une qualité validée par les autres, mais également une évaluation. Il y a une notion, en quelque sorte, d'évaluation et de place des compétences dans une sorte de mosaïque collective, d'organisation collective. On est compétent pour ça, pour ça, pour ça, et les compétences en termes d'organisation présentent l'intérêt de pouvoir se combiner pour avoir développé un résultat également positif. Alors que le talent est plutôt vu comme un aspect à caractère personnel ou individuel, personnel et individuel. C'est-à-dire qu'au fond, on va voir que le talent, et on va le voir tout de suite après, échappe un peu à cette évaluation, à cette quantification qui est quelquefois permise en matière de compétences. Alors justement, la compétence se réfère souvent, et de plus en plus d'ailleurs, à une notion de référentiel, c'est-à-dire qu'on va classer les compétences. Alors ça peut être des classements d'ordre technique, ça peut être des classements liés à des évaluations en termes de qualité et de niveau de compétences, justement. Donc on va croiser plusieurs aspects pour obtenir des grilles plus ou moins sophistiquées permettant de classer les compétences. Alors que finalement, le talent, lui, il va être souvent difficile à classer. On reconnaît une personne talentueuse, on reconnaît qu'une personne a un talent. Par contre, on va avoir des difficultés à évaluer et à classer ce talent. Par exemple, vous pouvez avoir un talent en termes artistiques dans tout un tas de domaines, l'écriture, la peinture, les arts figuratifs, la musique. Vous pouvez avoir des talents dans le domaine de la mécanique, de la cuisine, etc. Mais au fond, dans aucun de ces domaines, on arrivera véritablement à opérer un classement, en tout cas un classement qui soit utile
dans le collectif, c'est-à-dire dans l'organisation et plus particulièrement, pour ce qui nous concerne ici, dans la firme. Donc c'est déjà cette différence qui est importante. Et puis ça nous amène à une troisième différence qui est liée à ce deuxième type de différence, c'est que justement la compétence peut faire l'objet d'une mesure, alors que le talent échappe quelquefois à la mesure ou à ces mesures. Et puis on peut associer le talent à un potentiel, c'est-à-dire les compétences, ça serait plutôt la vision statique, je dirais photographique, et le potentiel, ça serait une vision dynamique, plutôt cinématographique. Alors là, quelques points communs et quelques différences pour essayer de rapprocher, de voir un peu les points de vue dans cet ordre-là. Alors, les points communs entre talent et potentiel, d'abord, on peut voir comme point commun la motivation et la dimension psychologique. Une personne à fort potentiel peut se caractériser justement par sa motivation, sa dimension psychologique, sa volonté de faire, sa volonté d'être quelque chose. Un peu comme le talent, ou la personne talentueuse. Toujours comme point commun, talent et potentiel ont en commun souvent un haut niveau, qui permet de distinguer la personne talentueuse ou la personne à haut potentiel des autres individus. Alors là, encore une fois, on a un peu de mal à distinguer les choses et en tout cas à les classer, mais on sent bien qu'il y a des points communs de ce point de vue-là. Et puis il y a des différences. Le personne à haut potentiel est clairement dans l'avenir, dans une vision dynamique bien sûr, mais surtout dans une vision future. On pense que telle ou telle personne, même si à l'heure actuelle elle ne se révèle pas comme ayant véritablement toutes les qualités qu'on pourrait attribuer à un haut potentiel, va se révéler dans l'avenir comme une personne à haut potentiel. Alors que le talent est plus une vision plus actuelle. C'est-à-dire qu'on reconnaît un talent quand on en voit un, ce n'est pas toujours le cas en matière de haut potentiel. Et puis on a vu au début que on avait avec les talents une notion nouvelle et foisonnante. Alors qu'est-ce que je veux dire par foisonnante? D'abord on a déjà vu un tout petit peu cet aspect en termes de définition. Ça, je vais dire que pour parler un peu trivialement, ça part dans tous les sens. Cette vision foisonnante des talents, elle va se manifester aussi dans des contextes particuliers. Les contextes dans lesquels se manifeste la typologie des talents sont assez variés. Et en particulier, pour ce qui nous concerne ici, on a la notion de talent qui est une notion qui est appliquée récemment à la gestion des ressources humaines. Au fond, la plupart en référence à des arts, par exemple, comme on évoquait, je ne sais pas, littérature, musique, peinture, etc. Et un peu moins à des compétences ou à des capacités dans le cadre des organisations ou de la firme en particulier. Donc l'application de la notion de talent à la gestion des ressources humaines est une application assez récente, comme on l'a vu à l'instant depuis le début des années 2000, fin des années 90. Deuxième aspect de ce foisonnement de la notion de talent et de la typologie se référant au talent, il n'y a pas de stabilité réelle des définitions. Les définitions ne sont pas les mêmes d'un auteur à un autre, mais également ces définitions peuvent évoluer dans le temps. En particulier, chaque firme aura tendance à avoir peut-être sa propre définition des talents. Je vous renvoie à un document d'études de Google qui va essayer d'identifier dans son personnel, de recruter et d'identifier dans son personnel des individus de talent. Disney également recherche des individus possédant un talent. Donc quand on imagine les mastodontes au niveau mondial que représentent ces entreprises, on voit bien que leur définition des talents importe, je dirais, par rapport à la définition qu'on peut avoir dans d'autres domaines. Alors, voilà, par exemple, dans les documents, je vous indique l'exemple de Google en le reprenant de la gestion des talents, l'ouvrage de Cécile Dejoux et Maurice Thévenet de 2015 que j'ai déjà cité. On peut également voir une note de l'entreprise Manpower de 2019 sur les hauts potentiels. Hauts potentiels, 3 règles d'or pour les trouver. Une note de janvier 2019 qui essaye d'expliciter un peu ces éléments que je viens d'évoquer. Et puis, dans le domaine de la typologie foisonnante des talents en matière de ressources humaines, on peut évoquer aussi les méthodes mises en œuvre pour caractériser les talents. Et en particulier, je voudrais m'arrêter quelques secondes sur la méthode proposée par Cécile Dejoux, toujours dans l'ouvrage La gestion des talents.
qui est très très intéressante parce qu'elle va essayer de faire une analyse puis une synthèse du terme de talent en essayant de reporter sur un graphique avec un axe vertical représentant les types de métiers, un axe horizontal le nombre de personnes concernées, de reporter donc sur un graphique cette typologie des talents. Donc dans cette représentation qu'on va voir tout de suite, voilà, vous avez deux axes qui vont distinguer donc différents types de talents. Alors je vous les lis tout simplement, nous les lisons ensemble. Vous avez les divas, vous avez les hauts potentiels, vous avez les leaders globaux, et puis vous avez des talents pivots, des métiers clés, des experts, et il y a un focus particulier sur l'employee value proposition qu'on a déjà vu. Alors cette présentation est très très intéressante, justement puisqu'elle a pour ambition d'unifier la notion de talent dans le contexte, bien sûr, ressources humaines, mais pas seulement. Cette présentation plutôt me paraît vraiment intéressante. Donc je résume, il y a un axe vertical type de métier. Alors vers le haut, c'est les métiers, comme vous l'avez vu, plutôt de direction, les divas, les hauts potentiels, les leaders globaux. Et puis vers le bas, on a tous les types de métiers, c'est-à-dire qu'on a vraiment la synthèse de ce qu'on indiquait tout à l'heure. Il peut y avoir des gens qui sont talentueux sans forcément être dans le cadre d'une hiérarchie donnée. Et puis il y a un axe horizontal qui va lui prendre en compte le nombre de personnes concernées dans l'organisation. Donc vers la gauche, on aura quelques personnes seulement, et puis vers la droite, on aura de plus en plus de monde concerné. Et donc c'est très intéressant. Ça reprend aussi une vision de Jean-Marie Peretti qui considère au fond que tout le monde a un talent. Tous talentueux, c'est le titre d'un ouvrage. Tout le monde a des talents ou a un talent, et puis il y a des personnes qui sont en elles-mêmes des talents. Donc cette typologie est très intéressante de Cécile Lejoux pour faire un peu la synthèse de cette notion de talent. Alors il y a des points communs justement dans ces définitions et cette vision foisonnante des talents en matière de ressources humaines. Il y a des points communs. Alors, premier point commun à tous les talents, c'est que l'individu, avec la notion de talent, revient au centre de la stratégie de la firme et de la gestion des ressources humaines. On n'a plus simplement des questions d'organisation, des questions techniques, des questions financières, etc. Mais on remet l'individu au centre des préoccupations de la gestion des ressources humaines. Ensuite, les talents, deuxième point commun aux talents, les talents peuvent avoir une rareté relative ou une rareté absolue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on manque de personnel dans tel ou tel secteur, dans telle ou telle situation. À un moment donné, la situation de l'offre et de la demande sur un marché du travail, un micro-marché du travail, pose problème, etc. Donc il y a une rareté relative, mais qui va pouvoir évoluer dans le temps. Et puis il peut y avoir des raretés absolues, c'est-à-dire des personnes qui sont exceptionnellement bons et qui dont la qualité en termes de talent ne relève pas finalement de la situation des autres. Donc, quand c'est relatif, eh ben, ça dépend un peu des autres, c'est-à-dire du temps qui passe, du marché, etc. Quand c'est absolu, ben, ça n'évolue pas, et la personne est talentueuse, par exemple, en elle-même. Et puis, autre point commun aux talents, les talents en tant que capital humain, ou le talent en tant que capital humain, est une ressource à capter pour l'entreprise. Et on retrouve cette notion un tout petit peu ambiguë de capital humain qui essaye d'assimiler le capital humain au capital technique ou au capital financier, de l'assimiler dans l'intérêt de la firme. Et donc ça, c'est très intéressant parce que justement, le talent participe à ce capital humain et est intéressant à capter, à développer, à conserver, à renouveler. Donc tout ce qui concerne au fond le marketing des ressources humaines par rapport aux cibles et aux collaborateurs dont on a parlé jusqu'à présent. Dans l'étude du cas particulier des talents qui s'insère dans notre deuxième partie relative au comportement des cibles du marketing ressources humaines, on a vu donc dans un premier temps la notion de talent, qui est une notion qu'on a qualifiée de nouvelle et de foisonnante. Donc j'ai donné quelques exemples à la fois de la nouveauté et puis du caractère foisonnant de cette notion. Il y a un deuxième aspect que je voudrais évoquer, c'est celui du talent en tant que socle d'une gestion des ressources humaines et d'un marketing des ressources humaines centré sur les individualités. Cet aspect-là est important justement du point de vue du marketing RH. Deux aspects pour illustrer ce que je viens de dire. D'abord, l'évolution d'un marketing ressources humaines et plus largement d'une fonction ressources humaines vers la gestion des talents. Peut-être les talents constituent-ils une nouvelle étape dans l'évolution de la fonction ressources humaines depuis une centaine d'années ou un peu plus. Et deuxième aspect, l'attractivité de la marque employeur, du point de vue en tout cas des talents. D'abord, l'évolution du marketing RH et la place des talents dans cette évolution.
De Joux et Thévenet, dont on vient de parler, dans leur ouvrage La gestion des talents, illustre cet ouvrage par un tableau très intéressant qui est joint à ce diaporama, et que vous avez, qui récapitule l'évolution sur les 150 dernières années, dirons-nous, de la fonction ressources humaines. Alors, ce qui est intéressant, je vais commenter rapidement ce tableau que vous aurez naturellement sous les yeux, ou que vous pouvez retrouver facilement. Ce tableau est très intéressant pour plusieurs raisons. Première raison, il divise en quelque sorte l'évolution des ressources humaines à partir de 1870. Bon, la date est un peu approximative, mais il y a une période relativement longue que les auteurs appellent le modèle taylorien, qui est fondé sur les aptitudes aux tâches. C'est-à-dire que la ressource humaine, outre les aspects de gestion administrative, gestion de la paye, etc., est centrée essentiellement sur le recrutement et le maintien des salariés dans l'entreprise, recrutement et maintien des salariés dans l'entreprise, fondé sur leur aptitude à exécuter les tâches qu'on leur donne. Alors c'est une période relativement longue, on voit 1870 à 1970, avec cette notion de modèle taylorien fortement administratif, fortement lié aussi à une idée hiérarchique. Et au fond, c'est l'employeur qui va gérer les carrières. Et c'est un modèle très très centralisé, si on peut dire. Ça, c'est une première étape. Une deuxième étape que les auteurs de Joux et Thévenet appellent le modèle flexibilité, qui prendrait place, alors je parle au conditionnel parce que au fond, ce sont des hypothèses qui sont fondées naturellement, mais le modèle taylorien continue d'exister, il ne disparaît pas en 1970 pour être remplacé par un modèle que les auteurs appellent le modèle flexibilité et qui serait, lui, fondé uniquement sur les qualifications, principalement sur les qualifications. En fait, dans ce type d'approche avec différents stades, alors c'est vrai pour cette approche des différents stades de la fonction ressources humaines, mais c'est vrai dans d'autres domaines aussi, il n'y a pas la substitution d'un modèle à un autre, le vieux modèle continue d'exister, mais va se cantonner plutôt vers certains types d'entreprises, souvent des entreprises de petite taille, très paternalistes, etc. Le nouveau modèle étant sur éventuellement des entreprises un peu plus modernes ou de plus grande taille, par exemple. Alors donc l'étape numéro 2, ce modèle de flexibilité dont parlent les auteurs, prend place à partir de 1970 et jusqu'en 1990. Alors les dates ne sont pas des dates très très fermes, c'est à titre un peu pédagogique que les auteurs divisent le temps de cette manière-là, 1870-1970, 1970-1990. Il s'agit plutôt de l'expression de tendance. Alors dans le modèle flexibilité que je commande très rapidement avec vous, là le principe c'est que les salariés devront être plutôt multitâches, donc on va commencer à avoir la notion de flexibilité, mais surtout la notion de polyvalence qui est alliée aussi à cette notion de flexibilité. On va pouvoir passer d'un poste de travail à un autre, on va pouvoir éventuellement, sinon changer d'emploi à l'intérieur de l'entreprise, mais voir son emploi évoluer à l'intérieur de l'entreprise. Les organisations ne sont plus strictement pyramidales, mais disons matricielles, selon le terme évoqué par les auteurs, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir plusieurs facteurs qui vont intervenir dans la gouvernance, dirons-nous, de l'organisation et qui vont permettre de diriger ou de faire fonctionner cette organisation. On passe de l'administration du personnel, alors ça c'est assez important, je pense, parce que ça n'est pas uniquement une notion de vocabulaire, mais ça revêt aussi quelque chose d'essentiel pour ce qui concerne les ressources humaines. On voit apparaître la notion de management des ressources humaines, et non plus d'administration du personnel, qui correspondait à la forme pyramidale qui est évoquée dans le modèle taylorien. Donc on va, dans ce cas-là, accumuler des spécialités. L'employeur est supposé accompagner la mobilité. On est dans un cadre de gestion des carrières avec du recrutement, de la formation et bien sûr de la gestion des carrières pour intégrer le personnel et le faire évoluer. Alors là, on a déjà des aspects qui vont être intéressants, bien sûr, pour le marketing RH, parce que le marketing RH, vous vous souvenez, c'est pas simplement attirer du personnel, attirer des collaborateurs, il faut, après les avoir attirés, après avoir capté les collaborateurs, les fidéliser et leur proposer des choses qui leur permettent d'évoluer à l'intérieur de la structure, de l'organisation, et plus particulièrement de la firme. Troisième étape de l'évolution de la fonction ressources humaines vers la gestion des talents, le modèle de gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences ou des emplois et des carrières. Le terme emploi et carrière est plus utilisé dans la fonction publique. Sinon, dans les organisations en général et les firmes en particulier, on utilise plutôt le terme gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Alors là, ça serait une étape fondée, elle, comme son nom l'indique, sur les compétences et qui prendrait place entre 1990 et 2000. Là, encore une fois, la coupure 90 et 2000 est plutôt à caractère pédagogique et ne vise pas nécessairement une précision chronologique absolue. Encore une fois, comme pour l'étape numéro 2 par rapport à l'étape numéro 1, avec l'étape numéro 3, c'est-à-dire le modèle gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, on ne voit pas disparaître le modèle flexibilité. Simplement, le modèle flexibilité va rester dans certains types d'organisations, comme le modèle taylorien va demeurer aussi dans d'autres types d'organisations, et va se rajouter un modèle gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui ne va pas faire disparaître automatiquement les autres qui vont demeurer dans certains cas, pour certains types d'organisations ou de firmes. Alors de quoi s'agit-il avec ce modèle GPEC? Eh ben, en fait, il s'agit d'un modèle très adaptatif où au fond, les ressources humaines vont devenir un instrument, je dirais, d'adaptation de la firme avec l'existence d'une, comme disent les auteurs dans leur tableau, d'une transversalité des postes, avec le développement des notions de référentiel, des notions d'évaluation aussi annuelle, et puis de la notion aussi en tant qu'outil de cartographie des emplois, de cartographie des postes éventuellement, mais surtout des emplois. Alors de quoi s'agit-il très très rapidement? Il s'agit en fait d'un document synoptique permettant d'avoir d'un seul coup d'œil l'ensemble des emplois types proposés par une organisation donnée. Donc sous forme en quelque sorte de tableau, hein, tout simplement. Il s'agit d'avoir avec cette cartographie, par exemple, les emplois dans un secteur donné, le secteur de production. Alors on peut avoir à ce titre-là un tableau tout simplement à double entrée avec en colonne les familles professionnelles qui sont concernées et en ligne, par exemple, les niveaux de qualification. Donc l'idée de quelle est-elle avec ce type d'instrument particulier, qui va être associé bien sûr à des référentiels, qui va servir de base à la rédaction de fiches emploi et de fiches de poste un peu plus détaillées, ça va être d'avoir une vision globale à l'intérieur de la firme des différents types de compétences dont on a besoin pour faire fonctionner la firme. Alors il peut y avoir des cartographies propres à chaque type de service, production, commercialisation, etc. Ressources humaines, il peut y avoir une cartographie beaucoup plus large qui englobe l'ensemble de la firme ou de l'organisation. Et donc là, ce type de modèle se développe entre 1990 et 2000. Et puis il y a une étape numéro 4 qui nous intéresse, c'est le modèle qui serait fondé sur les talents. Alors j'ai mis un point d'interrogation. Ce modèle-là se fonderait, selon les auteurs de Joux et Thévenet, sur la recherche de compétences rares. Et il émergerait à partir de 2000 et continuerait à présent. On serait dans cette époque-là, l'époque du modèle des talents. Donc 4 modèles qui se succèdent pour marquer l'évolution de la fonction ressources humaines. Vous voyez dans le tableau concernant le modèle talent, l'étape numéro 4, plusieurs aspects intéressants que je vais évoquer, mais très très rapidement. D'abord, on est bien dans l'idée qui est développée par Cécile Dejoux et Maurice Thévenet dans leur ouvrage, que les talents, ce sont des compétences rares et qu'ils ne sont pas nécessairement des compétences associées à des niveaux de direction, à des hauts potentiels, mais qui peuvent également concerner des personnes qui soit sont en dehors de la hiérarchie, c'est une possibilité, soit sont à un niveau, par exemple, d'exécution, ou d'encadrement, mais pas nécessairement un niveau de direction à l'intérieur de l'organisation ou de la firme en particulier. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième aspect qui me paraît intéressant et qu'il faut quand même souligner, parce que c'est à la fois justement un centre d'intérêt, mais aussi une limite de la présentation du modèle talent, c'est qu'au fond, on se situe dans une organisation que les auteurs qualifient de globale. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans leur esprit? Ça veut dire qu'en fait, on est sur des organisations qui ne sont pas strictement à caractère géographiquement local, qui peuvent être au contraire, bien sûr, à vocation nationale ou même au-delà à vocation multinationale, et qui permettent, grâce aux critères des talents, finalement de pouvoir organiser la circulation des talents à un niveau global, un niveau donc qui n'est pas strictement local, le marché du travail ou un des aspects du marché du travail comme on l'a vu avec le bassin d'emploi, etc., mais qui peut être beaucoup plus large, y compris donc à un niveau de
mondialisation de circulation de ce type de personnes talentueuses. Alors par exemple au niveau des emplois de direction, mais pas seulement. On peut avoir également la circulation de talents, par exemple au niveau d'une personne qui serait particulièrement qualifiée dans le domaine de la boulangerie française et qui aurait un emploi par exemple en Suède, ensuite un emploi au Canada, un autre en Australie, et puis il continuerait sa carrière en Angleterre. Donc ça n'est pas forcément des emplois, encore une fois, qu'on qualifierait de haut potentiel au sens hiérarchique du terme, c'est-à-dire des emplois de direction, mais ça peut être des emplois hautement qualifiés, je dirais, en termes d'exécution ou d'encadrement dans leur métier. Et donc cette circulation qui est rendue possible par le caractère global des organisations, il va avoir des conséquences particulières sur notamment la gestion des carrières des personnes talentueuses. Et donc, on va à la fois avoir un intérêt, donc, du point de vue du marketing des ressources humaines, à pouvoir rechercher des talents, non seulement au niveau local, du bassin d'emploi, non seulement au niveau national, mais éventuellement au niveau international. Donc ça, c'est un premier point. Mais on va avoir une limite, c'est-à-dire que quand on présente le modèle talent comme un modèle d'évolution de la gestion des ressources humaines, ou du moins de l'évolution de la fonction ressources humaines, naturellement, on s'aperçoit que l'ensemble des entreprises, l'ensemble des firmes ne participent pas à cette même gestion. C'est-à-dire que toutes les firmes n'ont pas une gestion globale de leurs effectifs, n'ont pas une gestion globale même de leur marché, etc. L'étape 4, par rapport à l'étape 3, nous montre encore une fois que l'étape 3, le modèle gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ne disparaît pas, il se maintient. L'étape 4 ne remplace pas l'étape 3, de même que l'étape 3 n'avait pas remplacé le modèle flexibilité fondé sur les qualifications, et de même que le modèle flexibilité n'a pas remplacé, ou en tout cas n'a pas totalement remplacé, le modèle taylorien fondé sur les aptitudes aux tâches. En fait, il est probable qu'on se retrouve avec la coexistence des 4 modèles, et non pas la succession d'un modèle à un autre. On a la coexistence, on aurait peut-être la coexistence des 4 modèles, mais ces modèles seraient adaptés à différents types d'organisations ou de firmes. C'est-à-dire qu'on retrouverait sur certains types d'organisations ou de firmes le modèle taylorien. Je penche en particulier pour des petites entreprises à caractère familial. Quand je disais tout à l'heure paternaliste, c'est pas du tout péjoratif. C'est simplement une organisation un peu compacte autour du créateur de l'entreprise qui a recruté lui-même les personnels, etc., etc. Et donc là, les personnels vont être plutôt recrutés sur leur aptitude aux tâches et maintenus en poste sur ces bases-là. Le modèle flexibilité est un modèle qui est toujours d'actualité dans la mesure où il est fondé sur les qualifications et sur, comme on l'a indiqué, cette accumulation de spécialités. Le modèle gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, lui aussi, est intéressant parce que finalement, il ouvre la voie sur une gestion des compétences tout au long de la vie professionnelle du salarié à l'intérieur de l'entreprise. Et ça, c'est intéressant puisque c'est également fondé sur une notion renforcée, je dirais, de formation. Et puis le modèle talent, qui est un modèle, le petit dernier, en quelque sorte, qui tend à se développer probablement à partir de modèles d'entreprise type start-up, etc. Mais il faut bien reconnaître que la notion de start-up, même si on en parle beaucoup, n'est pas nécessairement la notion qui recouvre le maximum d'entreprises, ni par la taille, ni par le nombre. Donc, nombre d'entreprises ou nombre de salariés concernés. Donc, voilà. Alors, une dernière petite réflexion sur le tableau que j'ai présenté. Regardez, et ça nous ramène à ce qu'on évoquait précédemment et ce qu'on a évoqué en tout début de cours. Ça nous ramène à la notion de chronologie et de mode. Le modèle taylorien s'étend, selon Cécile Dejoux et Maurice Thévenet, sur une période d'une centaine d'années, de 1870 à 1970. Donc ils ont découpé proprement, je dirais, la chronologie, donc 100 ans. Le modèle flexibilité ne dure que 20 ans, 70-90. Le modèle gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, 10 ans, 1990-2000. Le modèle talent, alors les auteurs écrivent en 2015, 2000 et point d'interrogation. Donc j'appelle simplement votre attention sur ce qu'on évoquait, la notion de mode. Est-ce qu'effectivement on pourrait être en face d'une mode ou de modes successifs, puisque finalement un modèle taylorien qui a duré une centaine d'années et qui à mon avis dure encore, on a un modèle de flexibilité qui ne dure que 20 ans, suivi d'un modèle GPEC qui ne dure que 10 ans et un modèle talent qui dure encore, mais pour combien de temps? Donc est-ce que justement on n'a pas une contraction du temps à chaque passage, à chaque nouveau modèle, peut-être,
qui nous laisserait penser au fond qu'on serait en face de mode et non plus de caractère permanent des organisations, des firmes en matière de gestion des ressources humaines. Voilà, donc la question se pose, il va continuer sans doute à se poser quelque temps encore. Voilà la référence du document sur lequel on vient de travailler. Alors se pose une deuxième question dans le cadre de cette section relative au talent en tant que socle d'un marketing ressources humaines centré sur les individualités. C'est la question de l'attractivité de la marque employeur sur les talents. On a vu que la marque employeur était une des méthodes, je dirais, à l'intérieur du marketing RH. Est-ce que cette marque employeur présente un intérêt du point de vue de l'attractivité sur les talents? C'est un peu la question qui se pose. Alors, le premier aspect dans ce domaine-là, c'est de considérer et d'avoir présent à l'esprit que d'une manière ou d'une autre, les talents constituent une valeur. Alors, on a vu qu'on avait un petit problème de quantification, d'évaluation de la notion de talent. Est-ce qu'on peut vraiment quantifier la chose? Toujours est-il qu'il se dégage quand même un large consensus, je crois, d'après ce qu'on a vu jusqu'à présent, pour considérer que la notion de talent constitue une valeur pour l'organisation, pour la firme en particulier. Donc ça, c'est un point intéressant de base sur lequel on doit tomber d'accord. Deuxième point, la marque employeur est en principe un élément pour attirer les talents. Bon, pas simplement les talents, mais on l'a vu de manière un peu plus large, l'ensemble des collaborateurs et futurs collaborateurs surtout qui veulent intégrer une firme. La marque employeur peut être un des moyens justement d'attirer ces collaborateurs. Parmi ces collaborateurs, on a un sous-ensemble particulier qui est celui des talents. Alors, il est vrai que la marque employeur va attirer. Alors c'est, comme je l'indique, c'est la marque employeur qui attire, avec au moins trois aspects que j'ai essayé de présenter. Premier aspect, ça va attirer en fonction du profil des talents, avec les aspects classiques. Hein, bien sûr, la rétribution ou la rémunération va être un facteur d'attraction traditionnel. On a aussi bien sûr la mobilité qui peut attirer certaines personnes, pas uniquement des talents bien sûr, mais un certain individualisme. C'est-à-dire que le talent ou la personne talentueuse qui se sait, je dirais, talentueuse ou se suppose talentueuse et qui développe ainsi un sentiment non pas d'isolement mais d'individualisme en ayant conscience de sa valeur peut être attiré également par la marque employeur. Et il faut que ça corresponde, je dirais, ou plutôt que la proposition de la marque employeur corresponde justement aux souhaits de la personne talentueuse si elle présente ces caractères d'individualisme, ce qui est quelquefois ou même souvent le cas. Deuxième aspect, quand je dis que c'est la marque employeur qui attire, c'est qu'il existe des profils pour les marques employeurs qui se rapprochent un tout petit peu avec les différences qu'on a essayé de mettre en évidence aussi, de la notion de culture d'entreprise. Il peut y avoir un effet, je dirais, d'attraction, mais il peut y avoir aussi un effet répulsif. C'est-à-dire qu'au fond, la culture d'entreprise peut ne pas correspondre à ce que souhaite la personne talentueuse et peut correspondre au contraire à quelque chose qui la repousse d'une certaine manière. On retombe un tout petit peu aussi sur le caractère individualiste de la personne qui est intéressée par l'entreprise, par la firme. Troisième aspect, bien sûr, il y a une attraction possible s'il y a une correspondance entre le profil des talents et le profil des marques employeurs. En particulier, si la marque employeur respecte le profil des talents, il peut y avoir aussi la volonté de la personne talentueuse d'acquérir de l'expérience à l'intérieur de l'entreprise. Il peut y avoir la volonté de cette personne également de développer une carrière en autonomie à l'intérieur de l'entreprise. Quelquefois, des profils talentueux supportent mal les hiérarchies. Donc là, on retombe un tout petit peu sur le tableau présenté précédemment de Cécile Dejoux et Maurice Thévenet. C'est-à-dire qu'effectivement, le recrutement d'un talent dans une entreprise qui a un modèle taylorien hiérarchique va quelquefois peut-être poser problème. Donc ça, c'est un ensemble de questions qui se posent, mais on peut tomber d'accord sur une hypothèse qui est raisonnable, à savoir que c'est la marque employeur qui attire. Alors la marque employeur, vous vous souvenez quand même quelque chose de virtuel, ça n'est pas la réalité, c'est une sorte d'image de l'entreprise,
c'est une sorte d'image de la firme. C'est donc la marque employeur qui va donner le signal à travers un certain nombre d'aspects, la rémunération, etc. L'image de l'entreprise, c'est la marque employeur qui va attirer le futur collaborateur et qui va attirer le talent, puisque à l'heure actuelle on parle des talents, mais c'est quand même la firme qui va conserver le talent. C'est-à-dire qu'il va falloir, une fois que le collaborateur talentueux est intégré dans la firme, une fois plutôt qu'il a été recruté, il va falloir l'intégrer et bien sûr le conserver à l'intérieur de la firme pour ne pas avoir perdu du temps à le recruter, enfin pas avoir fait un mauvais recrutement avec tout ce que ça peut coûter, non seulement en termes d'image, mais également en termes de temps perdu, voire d'aspect financier. Alors, plusieurs aspects dans le comportement de la firme, cette fois, vont être importants pour conserver le talent qui a été recruté. J'en ai listé quelques-uns, mais la liste n'est pas exhaustive, loin de là. D'abord, je pense qu'il faut conserver, compte tenu du caractère souvent individualiste des talents, qui peuvent avoir conscience de leur valeur et qui savent défendre cette valeur et leur individualisme, conserver à ces talents une certaine liberté d'action. Ce que j'indiquais à l'instant, attention aux firmes qui ont encore un modèle taylorien, ça peut relativement mal se passer à recruter des talents qui revendiquent une autonomie. Donc liberté d'action à conserver, en tout cas à évaluer, et marge de manœuvre à conserver sans doute pour les personnes talentueuses. Deuxième aspect, sans doute également, alors ce sont des hypothèses, hein, il n'y a pas de schéma totalement définitif, ce sont des hypothèses mais qui paraissent vraisemblables. Il faut que la firme permette au collaborateur talentueux qui a été recruté de se former et d'acquérir de l'expérience. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui va attirer dans la marque employeur, c'est aussi ce qu'il y a derrière la marque et l'idée que le collaborateur talentueux va pouvoir récupérer de l'expérience, acquérir éventuellement une formation complémentaire, en quelque sorte nourrir son CV pour peut-être partir plus tard. On est dans ce type de situation qui s'apparente un tout petit peu à un jeu de loi, où on voit au fond les talents passer d'une entreprise à une autre. Il est relativement rare qu'un talent fasse toute une carrière dans une entreprise, même si ça peut être le souhait justement des organisations de pouvoir recruter à la base et puis faire monter les talents de la base, si on peut dire, jusqu'au poste de direction. Troisième aspect, naturellement, les notions de rémunération et de rétribution. Notion de rémunération à un caractère plus matériel, on s'en souvient, une rémunération à la fois financière, mais également rémunération en termes non financiers, qui peuvent être des avantages en nature, mais tout ça c'est quand même matériel. La notion de rétribution est un tout petit peu plus large, je crois qu'on l'avait évoqué. Cette notion de rétribution va couvrir des aspects qui vont au-delà de l'aspect financier, mais qui vont d'une part correspondre à un sentiment d'équilibre entre ce que donne le collaborateur et ce qu'il reçoit de la firme. Donc ce sentiment d'équilibre, c'est la juste rétribution. Il ne faut pas que le collaborateur ait le sentiment de trop donner à la firme et de ne pas en recevoir assez. Et si c'est l'inverse, ben ça peut être une perte pour la firme aussi. Et puis dans le même ordre d'idées, sur la rétribution, il y a la notion de conformité entre la promesse résultant de la marque employeur et la réalité de la firme. C'est un peu aussi la notion qu'on développe de plus en plus depuis déjà pas mal de temps, hein, c'est pas une mode, la notion de contrat psychologique. À ce titre-là, je vous signale l'article très intéressant d'Astrid Mullenbach-Server, derrière le contrat de travail, des promesses à tenir. En quelque sorte, on est bien dans cet aspect que je viens de montrer. Il y a la façade qui est la marque employeur, donc les promesses, et puis derrière, il y a la firme qui doit tenir ces promesses. Voilà. Puis il y a bien sûr d'autres choses qu'on peut essayer de lister. Je crois avoir listé quand même l'essentiel. Alors je signale ici le très intéressant article de Catherine Abou El-Kahir dans le Figaro du 7 février, du moins dans l'édition en ligne du Figaro. Les entreprises en croissance se lancent dans la course au talent. Dans cet article, on voit l'illustration, peut-être le décalage
qui peut exister entre les talents et les firmes en croissance, et en particulier ce qu'on appelle donc les jeunes entreprises en période d'hypercroissance. Donc vous comprenez tout de suite qu'on a affaire essentiellement à des startups qui ont des besoins à la fois très très importants en termes de recrutement, mais qui ont un problème fondamental d'organisation de ce recrutement pour être sûr de recruter les bonnes personnes. Alors quelquefois, les personnes talentueuses ne vont pas trouver leurs chaussures à leurs pieds, si je puis dire, dans ce type d'entreprise où il faut être à la fois autonome, bien sûr une grande puissance de travail sans doute, et puis comprendre de la part des talents que si ces talents sont recrutés et donc très très attendus, on va pas finalement leur faire de cadeaux, on va pas les bichonner, etc. Dans les toutes petites structures à fort développement, en fait, il faut que tout le monde s'y mette. Alors, je vous lis un extrait de cet article de Catherine Abou-El-Khayr. Il faut trouver des profils qui trouvent des solutions simples à des problèmes compliqués, mettent les mains dans le cambouis et sont en capacité de se déplacer sur un autre métier. Des exigences qui impliquent une sélection drastique des candidats. Donc en résumé, l'hypercroissance ou les entreprises en très forte croissance qui se lancent à la course au talent, comme l'indique le titre de l'article, peuvent décevoir les talents qui peuvent ne pas trouver ce qu'ils attendent dans ces entreprises en hyperdéveloppement. Alors pour terminer sur les talents, après l'évocation de cet article, juste rappeler trois points importants pour nous ramener en quelque sorte à notre problématique, qui est celle du marketing ressources humaines et de la marque employeur. Donc, au-delà des talents. Alors, au-delà des talents, qu'est-ce qu'il y a? Il faut revenir à la notion de capital humain. Alors, je ne dis pas qu'il faut mettre de côté la notion de talent, mais peut-être l'élargir au-delà des personnes rares, à l'ensemble de ce qu'on a appelé le capital humain précédemment. Prendre en considération l'individu et son apport à la firme. Là aussi, c'est un apport de la notion de talent, comme on l'a vu, la notion d'individualité. On recentre la gestion des ressources humaines et la fonction RH sur l'individu et non plus, comme on l'a indiqué, du temps du modèle taylorien d'adaptation aux tâches, etc. Ça va un peu plus loin que ça. Les individus ne sont pas systématiquement interchangeables. La notion de talent rappelle cet aspect-là et peut être élargie à des personnes qui ne sont pas nécessairement des personnes talentueuses. Et troisième aspect, au-delà des talents eux-mêmes, peut-être y a-t-il lieu de généraliser et d'adapter à tous les collaborateurs et futurs collaborateurs la méthode des talents. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un peu ce qui est évoqué en filigrane dans les ouvrages de Jean-Marie Peretti sur la question, mais également dans l'ouvrage que j'ai cité plusieurs fois de Cécile Dejoux et Maurice Thévenet sur la gestion des talents. L'idée que tout le monde mérite en quelque sorte une attention, même si tout le monde n'est pas talentueux, mais tout le monde a quelque chose à faire valoir et quelque chose qui peut être mis en valeur par la firme. Et donc ça, c'est un point important qui sous-tend bien, à mon avis, l'intérêt pour la firme de recruter des personnes qui disposent de quelque chose de particulier, même si ce n'est pas strictement un talent, et l'intérêt pour ces personnes-là, qui ont quelque chose à faire valoir, de le mettre en valeur justement au profit de la firme.